Alors, bonsoir à tous et bienvenue à l'Assemblée générale annuelle 2025 de l'Ordre des dentistes du Québec. Le quorum est atteint, donc nous pouvons débuter et je cède immédiatement la parole à la présidente de l'Ordre des dentistes, Dr. Liliane Malcheski. Merci beaucoup, Metaou. Bonjour, chers collègues, et bienvenue à cette Assemblée générale annuelle de l'Ordre des dentistes du Québec. Salut! C'est un réel plaisir d'ouvrir officiellement cette rencontre. Au-delà d'être une rencontre statutaire pour prendre des décisions de nature financière, l'AGA est un espace où nous nous réunissons pour prendre un pas de recul, regarder ensemble les événements qui ont marqué le dernier exercice financier et répondre à vos questions. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes qui m'accompagneront tout au long de cette assemblée. Maître Jean-François Gagnon, président de séance. Maître Caroline Daou, directrice générale et secrétaire de l'Ordre. Et un peu plus tard, au cours de l'Assemblée, nous aurons également le plaisir d'entendre Mme Karine Desrochers, auditrice indépendante de la firme RCGT, Mme Louise Roby, administratrice nommée par le public et présidente du comité d'audit, Maître Mylène Demers, directrice du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle. Alors, je vous remercie tous de votre présence. Je cède maintenant la parole à Maître Jean-François Gagnon, président de séance, pour la poursuite de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée générale annuelle. Bonsoir. Alors, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée générale annuelle. Ce soir, 4 votes seront tenus. Alors, lors des votes, les questions vont apparaître au bas de votre écran et vous aurez le choix de réponse. Alors, on a, pour faciliter les délibérations ce soir, donc, Dr. Christine Nadeau et Dr. Denis Munger ont accepté d'être respectivement proposeurs et appuyeurs pour l'ensemble des résolutions. Donc, on n'aura pas à traiter ce point mécanique. Il y aura aussi des périodes de questions et de consultations. Dans ces périodes-là, une boîte de texte apparaîtra au bas de l'écran. Vous inscrivez votre question ou votre commentaire et vous cliquez par la suite sur « Envoyer » et vos questions et commentaires seront lus au bénéfice de toutes les personnes qui assistent à l'Assemblée générale annuelle. Les documents relatifs à l'AGA sont disponibles pour vous tous. Donc, il suffit de cliquer sur la maison à gauche de l'écran. Vous cliquez par la suite sur « Documents relatifs à l'AGA ». Une seconde page va s'ouvrir sur votre navigateur et vous aurez alors accès à l'ensemble des documents pertinents. Alors, si des difficultés survenaient, vous pouvez communiquer par écrit au support technique. Alors, vous avez l'adresse sous les yeux, supporttechnique@servicewebdiffusion.com. Alors donc, le quorum a déjà été attesté. On va faire un test pour valider le système de vote. Alors, la question est la suivante. Est-ce la première fois que vous assistez à une Assemblée générale annuelle de l'Ordre des dentistes du Québec? Alors, je vous demande de voter, s'il vous plaît. Alors donc, le système de vote fonctionne. La très grande majorité d'entre vous a déjà assisté à une Assemblée générale annuelle et un certain nombre en sont à leur première présence pour cette activité-là. Donc, si nous allons au point suivant, qui est la présentation de l'ordre du jour. Alors donc, dans les éléments qui seront abordés aujourd'hui, nous sommes déjà au point 3, donc présentation de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 16 novembre 2024. Il y aura un vote à cette occasion. Affaires découlantes du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 16 novembre 2024. Présentation des états financiers audités de l'Ordre des dentistes du Québec au 31 mars 2025. Le point suivant porte sur la cotisation annuelle 2026-2027. Nous aurons alors le rapport de la présidente du comité d'audit, le rapport de la secrétaire de l'Ordre sur la consultation prévue par le Code des professions, et nous tiendrons également la deuxième consultation qui est prévue par l'article 104 du Code. Le point suivant porte sur la nomination des auditeurs qui, comme vous le savez, sont chargés de l'audit des livres et comptes de l'Ordre.
Ensuite, nous aborderons l'approbation de la rémunération des administrateurs pour l'année financière 2026-2027. Des votes seront alors appelés de nouveau. Le point suivant sera le rapport du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre. Ensuite, le rapport de la présidente de l'Ordre, suivi d'une période de questions de 20 minutes. Nous procéderons par la suite avec un mot de la fin et la clôture de la séance. Alors donc, allons tout de suite au premier vote officiel de la soirée, qui est en lien avec le procès-verbal de l'AGA du 16 novembre 2024. Alors, je vous fais lecture de la proposition sur laquelle vous devez voter. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 16 novembre 2024. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà un proposeur et un secondeur. Alors, je vous demande de voter, s'il vous plaît. Alors donc, nous avons les résultats. Alors, c'est un vote qui est très largement favorable, donc le procès-verbal est adopté. Alors, le point suivant de l'ordre du jour est relatif aux affaires découlant du procès-verbal de l'AGA de l'année dernière. Donc, ce point-là va être abordé par la présidente dans le rapport qu'elle fera vers la fin de notre Assemblée générale annuelle. Donc, nous pouvons aller immédiatement au point 7, qui est la présentation des états financiers audités au 31 mars 2025. Alors, j'invite Mme Karine Desrochers, qui est de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, à présenter les états financiers aux membres de l'Ordre. Présentation des états financiers audités au 31 mars 2025. Donc, nous avons émis, en date du 17 juin dernier, à la suite de l'approbation par le Conseil d'administration, un rapport de l'auditeur indépendant, dont un extrait vous est présenté ici, au regard du fait que notre opinion est sans réserve, c'est-à-dire que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Ordre au 31 mars 2025, ainsi que de ses résultats et ses activités financières, conformément aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif. Je vous présente donc maintenant les résultats de l'Ordre pour l'exercice terminé le 31 mars 2025. Donc, vous pourrez remarquer que l'Ordre a terminé son exercice financier avec un excédent des produits par rapport aux charges de 1,5 million de dollars, comparativement à 481 000 lors de l'exercice précédent. À titre de rappel, j'aimerais porter à l'attention que l'exercice 2024 était affecté de deux éléments dits non récurrents ou exceptionnels, soit premièrement la radiation d'immobilisation qui était en lien avec le changement au bail, qui a amené une charge exceptionnelle de 572 000 $. Mais en contrepartie, 2024 était aussi marqué par la création du fonds d'indemnisation pour lesquels des revenus d'environ 250 000 $ avaient été générés par les contributions. Si on regarde plus précisément l'exercice 2025, l'Ordre a généré des revenus totaux de 19 761 000 $ comparativement à 18 382 000 $ l'exercice précédent. De façon très générale, les produits généraux que vous retrouverez à la première ligne comprennent des revenus de 12 293 000 $ à titre de contribution des membres, comparativement à 11 720 000 $ l'exercice précédent, et cette hausse est attribuable à l'augmentation des tarifs. J'aimerais attirer votre attention sur la rubrique « Exercice de la médecine dentaire », pour lesquels l'Ordre a généré des revenus de 865 000 $ pendant l'exercice 2025, comparativement à 406 000 $ l'exercice 2024. Cette augmentation de 458 000 $ année sur année s'explique par des revenus de formation plus élevés liés à l'intensification de la promotion des formations, notamment la formation sur l'éthique et déontologie. J'attire aussi votre attention sur la ligne admission, tableau et services juridiques, pour lesquels l'Ordre a généré 1,5 million de revenus, comparativement à 1 180 000 $ en 2024.
L'essentiel de cette source de revenus provient de l'exercice en société pour lequel 1 259 000 $ de revenus ont été générés comparativement à 943 000 $ en 2024 et la hausse s'explique notamment par la hausse du taux au niveau de la déclaration annuelle. Au niveau des charges, donc, les charges totales se situent à 18 173 000 $ pour l'exercice 2025, comparativement à 17 900 000 $ pour 2024, soit une hausse de 275 000 $ ou 1,5 %. Et cette hausse est attribuable essentiellement à la hausse des salaires, pour laquelle il y a une hausse normale des salaires et aussi des embauches au cours de l'année. Passons maintenant à l'état de la situation financière ou le bilan. Ici, c'est une photo à une date donnée, donc en date de fin d'exercice pour l'ordre le 31 mars 2025. Donc, vous pouvez constater que l'ordre présente des actifs totaux de près de 32 millions de dollars, dont 26 millions de dollars sont en fait des liquidités et des placements sous forme d'obligations. Et 3,3 millions de dollars constituent des investissements capitalisés au niveau des actifs incorporels, qui sont en fait les logiciels. Les passifs de l'ordre se situent à 18 millions de dollars, comparativement à 16,7 millions de dollars au 31 mars 2024, laissant donc un actif net de près de 14 millions au 31 mars. De ce montant, 1,5 million est affecté à la réserve générale en augmentation de 500 000 $ par rapport à l'exercice précédent. 750 000 est affecté à une nouvelle réserve pour la planification stratégique. Ces affectations résultent de décisions du conseil d'administration qui a résolu d'affecter ces sommes à ces chantiers, notamment la réserve générale pour couvrir des imprévus et le chantier de la planification stratégique. Un montant de 375 000 $ est affecté au fonds d'indemnisation, proviennent essentiellement des contributions à ce fonds, ainsi qu'une affectation de 100 000 $ de surplus, toujours par décision du conseil d'administration. 3,8 millions sont investis en immobilisation, ce qui laisse 7,5 millions de surplus non affectés. Donc, en conclusion, ce bilan présente une situation financière solide et stable. Merci beaucoup, Mme Desrochers. Alors, nous abordons maintenant la période de questions qui est spécifique à la présentation des états financiers. Alors, pour le moment, il n'y a aucune question. Alors, en l'absence de questions, merci beaucoup, Mme Desrochers. Alors, nous abordons maintenant le point suivant de notre ordre du jour, qui est le rapport de la présidente du comité d'audit, Mme Louise Roby. Oui, alors bonsoir et puis merci, Maître Gagnon. Donc, après la présentation des états financiers audités au 31 mars 2025 par notre auditeur Raymond Chabot, maintenant, voici les principales hypothèses et estimations qui ont servi pour les prévisions de 2026-2027. Peut-être l'acétate 18, s'il vous plaît. Parfait. Alors, au niveau des sources de revenus de l'ordre, évidemment, les cotisations des membres, ça nous donne un niveau de 64 % des revenus totaux de l'ordre, même pourcentage que l'année dernière. On vous donne aussi sur le schéma tout ce qui est charge le congrès de l'ordre, la formation continue, 23 % et les trois autres sources sont de moins de 10 %. Donc, il faut donc retenir que les cotisations des membres équivaut à 64 % des revenus totaux de l'ordre. La suivante. Alors, cette année, ou du moins pour les prévisions de 26-27, comme les cotisations représentent 64 % des revenus, et que l'on dégageait un surplus plus important que celui anticipé. On va un petit peu trop vite dans les acétates. Ah bon?
Il faudrait revenir un peu sur l'acétate 18. L'autre. Parfait. Alors, on revient. 64 des revenus totaux de l'Ordre sont constitués par les cotisations. Étant donné qu'on a dégagé un surplus plus important que prévu initialement pour l'année 24-25, il a donc été discuté et aussi approuvé challengé par le conseil d'administration de faire un gel de la cotisation des membres pour l'année 26-27. Ainsi, les cotisations pour les membres actifs sera donc de 2 460, identique à l'année dernière. Celle des membres inactifs, 370 $ et pour les membres résidents, 285 $. Si on passe à l'acétate suivante, au niveau des charges de l'Ordre, évidemment, la masse salariale qui est constituée des salaires de base plus les charges sociales constitue 58 de toutes les dépenses de l'Ordre. Évidemment, vous avez les autres aussi, les frais généraux 14 congrès de l'Ordre et la formation continue 12 et les trois autres secteurs, si on peut dire, de dépenses, moins de 10 Alors, si on explique bien à la page suivante, l'acétate suivante, s'il vous plaît, parfait. Au niveau de la masse salariale, qui représente 58 des dépenses, il a donc été prévu de faire une augmentation provisoire, je dis bien provisoire, appliquée aux prévisions de 26-27 de 3,1 selon les enquêtes salariales qui étaient disponibles en juin 2025. Évidemment, il va y avoir une réévaluation qui sera faite pour l'hiver 2026 selon les nouvelles enquêtes salariales et le marché à jour. Donc, il se pourrait que le 3,1 varie quelque peu de dixièmes, soit un petit peu à la hausse ou à la baisse pour terminer les prévisions financières de 26-27. La suivante, s'il vous plaît. Au niveau des jetons de présence, alors pour 26-27, dans les estimations et les hypothèses, il a donc été discuté d'indexer de 3,4 tous les jetons de présence, qui correspondent tout à fait à l'augmentation salariale moyenne que l'on a accordée en 25-26 au personnel cadre de l'Ordre, soit 3,4 Donc, pour une journée complète, une majoration de 1 250 à 1 295. Pour une demi-journée, de 815 à 845. Et pour les réunions qui seront moins de 3 heures, 125 à 130 $. On peut passer à la suivante. Au niveau de la rémunération de la présidente de l'Ordre, alors une indexation du salaire pour 26-27 qui est une fois de plus alignée sur l'augmentation moyenne que nous avions accordée en 25-26 au personnel cadre, soit 3,4 Ainsi, le salaire de la présidente passerait donc de 2 448 227 à 256 667 pour 26-27. La suivante. Alors, grosso modo, dans le cadre financier, pour permettre à l'Ordre de poursuivre sa mission tout en soutenant ses membres et tout en assurant la pérennité des services offerts, les prévisions pour 26-27 des produits de l'ordre de 20 339 522, auxquels on vient soustraire des charges de 21 362,089 pour dégager un déficit de 1 022 583. Alors, évidemment, ce déficit-là, toujours sous la base d'un déficit qui est contrôlé, qui est assumé, pour bien faire aussi la planification stratégique, qui est basée aussi sur des réserves antérieures et une gestion serrée des dépenses. Alors, n'eût été du gel que l'on accorde pour 26-27 des cotisations, qui vont équivaloir à peu près à 660 000, et de la formation continue qui est un peu moins grande que celle anticipée, de l'ordre de 440 000, nous finirions l'année 26-27 avec un déficit d'à peu près 50 000 $, ce qui est à peu près l'équilibre budgétaire. Alors, avec ces chiffres-là, avec la surveillance que le comité d'audit a fait et avec la collaboration du conseil d'administration, je pense qu'on est très à l'aise au niveau du contrôle des dépenses et ça s'inscrit très bien dans une planification stratégique pour les prochaines années. C'est ce qui termine ma présentation.
Merci beaucoup, Madame Roby. Alors, nous abordons maintenant le point suivant, qui est le rapport de la secrétaire de l'Ordre sur la consultation concernant la cotisation annuelle. Alors, j'invite Maître Caroline Daou à faire ce rapport. Merci, Maître Gagnon. Donc, comme à chaque année, nous avons une période de consultation de 30 jours qui est tenue conformément à la loi, conformément au Code des professions. Cette période a pris fin le 15 novembre dernier et au cours de l'Assemblée que nous tenons aujourd'hui, j'ai le devoir de faire rapport de cette période de consultation. La proposition du Conseil d'administration de l'Ordre, comme vous l'avez entendu, est de maintenir le montant de la cotisation pour l'exercice 2026-2027. Je vous rappelle donc que les montants seraient fixés à 2 460 $ pour les membres généralistes, à 370 $ pour les membres inactifs et à 285 $ pour les membres résidents. La première consultation a donné lieu à 3 commentaires de la part des membres. Nous avons une boîte qui est prévue spécifiquement à cet effet pour y verser vos commentaires. Je vous invite d'ailleurs, dans les années à venir, à ne pas vous gêner pour y mettre vos commentaires. Bien que les commentaires reçus ne portent pas formellement sur le montant, je vous partage quand même ce qui a été soulevé. Alors, nous avons un membre qui fait une recommandation à l'effet que la cotisation pour les dentistes plus âgés devrait diminuer vu la baisse des heures travaillées. Nous avons également un commentaire au sujet des chargés de cours dans les universités qui ont pour seule fonction d'être chargés de cours, donc qui ne pratiquent pas par ailleurs. Recommandation à l'effet que la cotisation pour eux devrait correspondre au nombre de mois travaillés pour leur permettre de vaquer à cette occupation. Enfin, nous avons un commentaire à l'effet que le nombre des membres devrait augmenter puisque la cotisation est le principal revenu de l'Ordre des dentistes du Québec. Et en faisant ce commentaire, la membre nous dit qu'elle désire savoir pourquoi le nombre de dentistes n'augmente pas davantage et ajoute qu'il y a un grand manque de dentistes et de spécialistes au Québec, tout en nous disant que certains dentistes refusent au moins une dizaine de patients par jour et fait une proposition de guichet d'accès pour des patients, un peu pour copier le modèle des patients sans médecin de famille. Donc, ceci conclut le premier rapport. Je vous rappelle que ces 3 commentaires seront déposés au Conseil d'administration à la fin novembre, qui aura à fixer la cotisation. J'ouvre maintenant une deuxième période pour la consultation. Cette période, elle est tenue pendant la séance aujourd'hui et tous les commentaires que vous ferez seront également soumis au Conseil d'administration. Je vous rappelle qu'il faut faire des commentaires. Ce n'est pas encore la période de questions. Et à ce sujet, je cède la parole à mon collègue, Maître Gagnon. Merci. Merci beaucoup. Alors donc, vous vous souvenez de la procédure pour émettre des commentaires. Vous aurez la fenêtre appropriée sur votre écran. Alors donc, la période de commentaires pour la deuxième consultation est maintenant ouverte. Il n'y a pour le moment aucun commentaire. Alors, toujours aucun commentaire. On va laisser quelques instants. Alors donc, en l'absence de commentaires, on va clore ce sujet. La deuxième consultation est donc maintenant complétée. Alors donc,
enfin, on peut peut-être lire, il y a un commentaire qui vient d'arriver, ça fait que là, on va le lire. C'est une question, en fait, serait-il possible d'envisager une baisse du prix des formations de l'ordre, encore plus pour les formations obligatoires? Alors, évidemment, encore une fois, à cette étape-ci, ce qu'on reçoit, ce sont des commentaires, mais votre question va être prise en compte cependant. Alors donc, on va aborder maintenant le point suivant, qui est la nomination des auditeurs chargés d'auditer les livres et comptes de l'Ordre. Donc, vous devez voter sur cette proposition-là. Je vous en fais la lecture. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2026. Alors, je vous demande de voter maintenant. Alors, les résultats s'affichent. Donc, la recommandation, la résolution est adoptée par une très vaste majorité des membres. Donc, nous abordons maintenant le point suivant, qui est l'approbation de la rémunération des administrateurs et de la présidente pour l'année 2026-2027. Alors, 2 résolutions vous seront présentées pour lesquelles vous devrez voter. Alors, on peut aborder tout de suite la résolution qui est relative à la rémunération des administrateurs. Donc, sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'approuver la rémunération des administrateurs élus, excluant la présidente de l'Ordre pour l'exercice financier 2026-2027, afin qu'elle soit la suivante. Réunion d'une durée moyenne de 4 heures, ce qui correspond à une demi-journée, 845 $. Réunion d'une durée moyenne de 4 à 8 heures, ce qui correspond à une journée, 1295 $. Réunion de moins de 3 heures, mais au-delà de 30 minutes, 130 $ de l'heure. La résolution prévoit également que la rémunération des administrateurs qui agissent aussi comme président de comité de l'ordre soit la suivante. Réunion d'une durée moyenne de 4 heures, demi-journée, 1270 $. Réunion d'une durée moyenne de 4 à 8 heures, une journée, 1940 $. Alors, j'appelle le vote sur cette première résolution. Alors, les résultats viennent de s'afficher. La résolution est adoptée. Alors, nous allons maintenant aborder la seconde résolution qui est relative à l'approbation de la rémunération de la présidente. Alors donc, je vous en fais la lecture. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d'approuver la rémunération globale de la présidente pour l'exercice financier 2026-2027 suivante, donc un salaire de 256 667 $ du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, 5 semaines de vacances non monnayables, 60 jours payés en cas d'invalidité de courte durée et le remboursement des frais de stationnement. Alors, je vous demande maintenant de voter sur cette résolution, s'il vous plaît. Alors, les résultats viennent de s'afficher. La résolution est approuvée par les membres. Alors, nous allons maintenant aborder le point suivant de notre Assemblée générale annuelle, qui est le rapport du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle. Donc, j'invite Mme Mylène Demers à se joindre à nous. Merci, Mme Gagnon. Alors, il me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de vous présenter le rapport d'activité du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle pour l'année 2024-2025. Je n'ai pas accès à mon écran pour changer la diapositive, alors ce serait possible, s'il vous plaît, de la changer pour moi. Ce serait fort apprécié. Merci beaucoup, Mme Daoud. Ça va un petit peu trop vite. Si on revient à la page précédente, merci. Alors, depuis maintenant 35 ans, le Fonds d'assurance assure la responsabilité professionnelle des dentistes et des sociétés privées où ceux-ci exercent. À ce titre,
En plus de protéger le patrimoine financier des dentistes, le fonds contribue à la mission de protection du public de l'ordre en indemnisant les personnes qui ont subi un préjudice lorsque la responsabilité professionnelle de l'un de ses assurés est démontrée. Je passerai à la merci. Tous les dentistes doivent souscrire au fonds à moins d'en être dispensés. Les situations qui permettent une telle dispense sont prévues au règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des dentistes du Québec. Pour l'année 2024-2025, le fonds offrait une limite d'assurance minimale de 2 millions de dollars en contrepartie d'une prime de 1 275 dollars. Pour cette même période, le fonds permettait également à ses assurés de se protéger davantage en souscrivant des tranches d'assurance additionnelles à la concurrence de 1 million de dollars à la fois, jusqu'à concurrence d'une protection maximale de 10 millions de dollars par sinistre. Cette protection maximale de 10 millions de dollars par sinistre était en contrepartie d'une prime annuelle de 1 530 dollars, ce qui correspond essentiellement à 255 dollars de plus que la protection minimale obligatoire. Il est important de comprendre que le fonds transfère 100% de ce risque à ses réassureurs. Je vous invite à la diapositive suivante pour vous faire un portrait de la souscription pour la dernière année. Alors, pendant cette période, 4 885 dentistes sur les 5 414 inscrits au tableau de l'ordre souscrivaient au FARPOD, ce qui correspond à 90% de tous les membres inscrits, de tous les dentistes. Parmi ceux-ci, 25%, donc 1242 dentistes, souscrivaient une tranche d'assurance supplémentaire d'au moins 1 million de dollars. Je vais vous parler maintenant des réclamations. Le fonds a procédé en 2024-2025 à l'ouverture de 252 nouveaux dossiers. Parmi ceux-ci, 43 étaient des avis préventifs et 209 étaient des réclamations formelles. Alors, on entend par réclamation formelle soit une mise en demeure ou une procédure judiciaire adressée contre l'un des assurés du fonds. Le nombre de nouvelles réclamations rapportées est ainsi en hausse par rapport aux années précédentes. Vous voyez le nombre de nouveaux dossiers dans les bâtonnets bleus à votre écran. Je vous rappelle que l'année 2020-2021 correspondait à une année de transition de notre exercice financier. Alors, c'était une période de 15 mois. Le 313 dossiers alors ouverts, si on le rapportait sur une période de 12 mois, correspondrait à 250 nouveaux dossiers pour cette année-là. Ensuite, nous avons ouvert 240, 220, 219 dossiers. Bref, l'année dernière, nous avons une augmentation d'environ 15% par rapport à l'année précédente. En tenant compte des fermetures de dossiers que vous voyez apparaître en bâtonnet rouge à votre écran, le fonds avait 445 dossiers ouverts comparativement à 436 au 31 mars 2025. Les principales causes de réclamation demeurent constantes au fil des années. Ce que vous voyez à l'écran essentiellement, c'est pour les 252 dossiers ouverts dans la dernière période, les causes principales des réclamations. Donc, 48% des réclamations sont liées aux soins que vous voyez à l'écran, avec en tête de liste les prothèses partielles fixes et les implants. Afin de réduire la sinistralité, le fonds considère qu'il est essentiel d'assurer une présence soutenue auprès de ses assurés en matière de prévention. Ainsi, l'année 2024-2025 a été marquée par l'embauche de 3 dentistes afin d'assurer la pérennité du service d'assistance. Ce service d'assistance permet aux assurés de consulter des dentistes expérimentés ou également des avocats spécialisés en responsabilité professionnelle également à l'emploi du fonds d'assurance afin d'être guidés lors de situations pouvant engager leur responsabilité. Le fonds a également mis à jour 14 feuillets d'information. Ces feuillets sont disponibles dans la section réservée aux membres sur la page web du fonds. Ils visent à aider les dentistes à obtenir le consentement éclairé de leurs patients en fournissant à ceux-ci des informations sur les différentes options de traitement, les procédures impliquées, ainsi que les avantages et les risques associés. Je vous invite donc à ne pas hésiter à les utiliser dans le cadre de votre pratique. Le fonds a également publié dans la dernière année différents infos FARPOD qui vous sont transmis par courriel, dans lesquels nous parlons de différentes questions ou méthodes reliées à la prévention des sinistres.
Et puis finalement, nous avons organisé diverses formations, dont une dont une conférence lors des Journées dentaires internationales du Québec, ainsi que des formations spécialisées destinées à nos enquêteurs et nos experts. Parlons maintenant des résultats financiers du fonds. Je vous rappelle que l'actif du fonds constitue une division du patrimoine de l'ordre qui est destinée exclusivement aux affaires d'assurance. Cet actif est soumis à la surveillance de l'Autorité des marchés financiers et fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle de l'ordre. Les états financiers du fonds sont audités également par un auditeur indépendant. Son rapport est sans réserve et atteste que les états financiers du fonds donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du fonds au 31 mars 2025, conformément aux normes IFRS, qui sont les normes comptables applicables au fonds d'assurance. Je vous invite à consulter les pages 98 et suivantes du rapport annuel de l'ordre afin de voir le rapport de l'auditeur ainsi que les états financiers complets du fonds. Sans en faire une lecture exhaustive des états financiers, vous voyez à l'écran quelques chiffres importants, extraits des pages 103 et 104 du rapport annuel. Alors, ainsi, au niveau des activités d'assurance, les primes gagnées dans la dernière année s'élevaient à 6,63 millions de dollars, tandis que les coûts liés au sinistre et au règlement atteignaient 5,75 millions de dollars, générant un bénéfice positif de un petit peu plus de 60 000 dollars au niveau des activités d'assurance. Au niveau des activités d'investissement, maintenant, nous avons un revenu net des placements de 3,10 millions de dollars avec des charges financières afférentes nettes de 459 000 dollars. Ce qui nous amène à un résultat net global de 2 706 262 pour la période, comparativement à 2 569 251 pour la période précédente. Le surplus accumulé du fonds atteint ici, au 31 mars 2025, 25 776 172 dollars, comparativement à 23,1 millions au 31 mars 2024. Ces excellents résultats financiers nous ont permis de maintenir la même tarification que celle que je vous ai mentionnée en début de présentation pour l'exercice financier courant, donc pour l'exercice 2025-2026. Cela dit, le fonds demeure prudent et vigilant face à l'émergence des nouvelles technologies et des nouvelles pratiques qui pourraient avoir une incidence sur le risque d'assurance. Alors, nous demeurons prudents dans nos placements à cet égard-là. Le fonds s'assure de développer actuellement les outils nécessaires pour mieux évaluer ces impacts et puis mettre en place les mesures appropriées afin de les atténuer. Tout cela étant dit, le fonds est toujours en excellente position pour poursuivre sa mission à long terme et toujours sans but lucratif de garantir votre responsabilité professionnelle. En terminant, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous rappelle que pour toute situation pouvant mettre en jeu votre responsabilité, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Merci. Merci infiniment, Maître Demers. Alors donc, nous abordons le point suivant de l'ordre du jour, qui est le rapport de la présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. Alors, Dr. Machowski. Merci beaucoup, Maître Gagnon. Je suis désolée d'avance, j'ai eu une petite extinction de voix plus tôt cette semaine, donc ça se peut que ma voix devienne un peu rauque. Mais bonjour, chers collègues, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être restés avec nous. L'AGA tire à sa fin. Je sais qu'on a des soupers à préparer, à manger, on a des obligations familiales. Je me sens très, très, très privilégiée de m'adresser directement à vous, chers collègues dentistes, pour faire le point sur une année qui a été marquée par beaucoup de changements. Il y a une citation de Roméo Dallaire que j'aime beaucoup. Le statu quo est régressif. Il faut toujours chercher à évoluer, trouver des façons de s'améliorer, si ce n'est que pour s'adapter à un monde qui va et qui évolue à la vitesse grand V. Mon rapport reflète les efforts déployés par l'Ordre pour soutenir les professionnels, encadrer la profession et renforcer la confiance du public que nous sommes chargés de protéger. Il couvre la période du 1er avril 2024 jusqu'au 31 mars 2025. Il faut donc se remettre un peu dans le contexte, remonter un peu dans le temps. On a gagné des médailles aux Jeux olympiques d'été, Justin Trudeau est encore premier ministre, on recule un peu dans le temps. Donc, bien entendu, tous les détails se trouvent dans le rapport annuel 2024-2025 que je vous invite à consulter. Aujourd'hui, j'en tracerai plutôt les grandes lignes et la vision qui guide nos actions. L'année écoulée a été marquée par un travail essentiel.
Trouver le juste équilibre entre la protection du public et le soutien des dentistes en privilégiant une régulation proportionnée au risque plutôt que prescriptive. Et c'est dans cet esprit que nous avons renforcé nos guides, nos formations, nos mesures d'accompagnement, parce qu'une régulation efficace repose sur 2 responsabilités complémentaires. D'abord, l'Ordre doit offrir un cadre clair, cohérent et solidement ancré dans les normes scientifiques et déontologiques. Ce cadre établit les conditions d'une pratique sécuritaire et doit être communiqué de manière transparente et accessible aux membres. Ensuite, chaque dentiste exerce son jugement clinique, son expertise et la reconnaissance de ses propres limites. Nous ne sommes pas dans les salles de traitement avec vous et on sait que cette autorégulation s'opère néanmoins sans arrêt dans vos pratiques individuelles. Donc, ces responsabilités complémentaires sont au cœur de la relation de confiance entre l'Ordre et ses membres et fondamentales pour la protection du public. L'objectif n'est donc pas d'encadrer chaque geste ni de multiplier les règles. Au contraire, c'est plutôt de créer une synergie entre le cadre clair, les attentes de haut niveau de l'Ordre et de reconnaître la capacité des professionnels à exercer leur rigueur, leur discernement et leurs responsabilités. D'ailleurs, cette approche est directement inspirée des principes du Right Touch Regulation. J'en ai parlé un peu l'année passée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est désormais un principe phare pour notre organisation, qui a guidé notamment l'élaboration du nouveau guide sur l'utilisation des injectables à des fins esthétiques, dont nous parlerons maintenant. Merci. Donc, l'un des faits marquants de la dernière année a été l'autorisation pour les dentistes québécois d'utiliser des toxines botuliques de type A, communément appelées du Botox, ainsi que des agents de comblement à des fins esthétiques. Cette avancée représente une évolution importante pour la profession et résulte d'un travail très rigoureux mené par les équipes internes et le conseil d'administration. Justement, pour nous assurer d'un encadrement clair et proportionné, emphase sur le mot proportionné, nous avons élaboré un guide inspiré des meilleures pratiques observées ailleurs au Canada. Et ce document précise les conditions d'exercice, les compétences requises ainsi que les obligations professionnelles associées pour faire ce type d'intervention. J'invite donc les membres à consulter attentivement ce guide pour bien comprendre les étapes nécessaires à l'acquisition des compétences, les limites aussi du cadre autorisé et les normes à respecter. Ce guide demeure évolutif et continuera d'être ajusté selon les besoins et les meilleures données disponibles. On n'exclut pas à l'avenir aussi de publier des cadres de référence pour d'autres types d'interventions à visée esthétique, de les autoriser formellement et de les assurer. D'ailleurs, on travaille activement sur ce sujet et nous sommes en consultation aussi avec nos homologues ailleurs au Canada et nos collègues médecins. Donc, finalement, puisque la question revient souvent, je vous confirme que l'injection des agents de comblement et des neuromodulateurs à visée esthétique fait intégralement partie du champ de pratique des dentistes et est couverte maintenant par la FARPOC. Donc, on est conscient qu'il existe d'autres interventions esthétiques possibles dans le complexe orofacial et on va s'y attarder cette année et on va vous tenir au courant justement du statut de ces actes-là. Prochaine diapo, merci. Je souhaite aussi revenir sur un autre dossier d'une très grande importance, justement, pour le cadre financier duquel je parle. C'est la publication, le 1er octobre 2024, des lignes directrices en prévention et contrôle des infections. Donc, ces lignes ont été élaborées conjointement avec l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Le contrôle des infections, on le sait, c'est comme au cœur même de ce qui fonde la sécurité dans un cabinet dentaire. Il faut protéger les patients contre des risques évitables et maintenir aussi la confiance dans nos institutions et dans les établissements de soins par la population qu'on soigne. Je vous dirais que l'élaboration de ces lignes directrices pour s'approcher de la norme canadienne a été essentielle, mais soyez assurés qu'on a été très prudent et diligent pour adapter ces lignes aux réalités cliniques des dentistes. D'ailleurs, vous avez certainement constaté la modulation que nous avons faite depuis la dernière mouture, en fait, depuis la première mouture, pour atterrir sur un document qui, selon moi et selon l'Ordre, assure très, très bien la protection du public. D'ailleurs, un délai d'implantation de 2 ans a été accordé pour donner le temps aux professionnels de s'ajuster, d'adopter des nouvelles habitudes dans nos cabinets. Et parlant d'habitudes, j'aimerais profiter de l'Assemblée pour apporter une précision qui est essentielle. Donc, le délai de 2 ans concerne principalement le chapitre 6 portant sur le retraitement des dispositifs médicaux. Il reste donc
1 année pour s'y conformer. Mais les tests biologiques de stérilisation, eux, sont toujours obligatoires. Il faut continuer à en faire pour chaque appareil de stérilisation au moins 1 fois par mois. Donc, au moins 1 fois par mois. Julien, désolée, est-ce que je pourrais... Désolée, un petit enjeu technique. En fait, ne pas en faire correspondrait à un grave manquement en asepsie. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de laboratoires dentaires qui ont fermé, mais c'est important, même si les laboratoires sont fermés, de continuer à en faire de façon régulière, avec une fréquence minimale 1 fois par mois. Et à partir de l'année prochaine, on exigera une fréquence minimale hebdomadaire. Je vous invite d'ailleurs de commencer à adopter ces bonnes habitudes parce que c'est vraiment le seul moyen valide et objectif de confirmer l'efficacité du processus de stérilisation et ça constitue l'étape ultime de vérification qui garantit la sécurité du patient. On sait que l'erreur humaine existera toujours, mais de se doter de ces nouvelles habitudes réduit le risque d'infection pour nos patients et vous protège aussi dans le cas d'un problème d'appareillage parce que ce qu'on cherche à faire, c'est de diminuer les fenêtres de risque pour tout le monde. On demeure disponible pour répondre à vos questions et nous ferons certainement quelques rappels dans l'année de l'échéance pour se conformer aux lignes qui ont été publiées, je vous le rappelle, en octobre 2024. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une excellente formation en ligne disponible pour expliquer tous ces changements en matière d'asepsie et de retraitement de dispositifs médicaux sur notre plateforme Dentaform. Alors, n'hésitez pas de la voir, de la revoir avec vos équipes. C'est vraiment une excellente formation. OK, merci. Je vais prendre un petit verre d'eau. La voix commence à... Parfait. Donc, parlant de formation continue, justement, parlons-en. Ça demeure encore un levier important pour soutenir la compétence professionnelle. Je tiens à souligner que l'édition 2024 des Journées dentaires internationales du Québec a été un franc succès. On a eu proche de 11 000 participants et participantes, et c'est une démonstration claire de l'engagement de la profession envers le perfectionnement continu et de l'intérêt marqué pour des contenus riches et actuels. Je vous invite d'ailleurs à déjà noter les dates du prochain congrès qui aura lieu du 29 mai au 2 juin 2026. Ce sera une nouvelle occasion de se rassembler, d'apprendre, d'échanger. Et en parallèle, plus d'une 50aine de formations ont été offertes sur la plateforme Dentaform, en plus de la tournée de l'ordre. En parlant aussi de formation continue, j'aimerais rappeler que la période de référence de 3 ans, qui se termine le 31 mars prochain, arrive à grands pas. Donc, en fait, la période se termine le 31 mars 2026. Et je vous invite donc à vraiment s'assurer que toutes vos activités sont complétées, déclarées avant cette date. Comme régulateur de la profession, c'est important, là, on reconnaît l'importance de créer des formations axées sur l'éthique, la déontologie, des changements normatifs et réglementaires, parce que ceux-ci relèvent directement de notre fonction et sont essentiels pour maintenir la sécurité et la qualité des pratiques professionnelles. Nous recevons d'ailleurs une quantité importante de questions de la part des membres sur ces thèmes, certaines très techniques, ou complexes, mais tous exprimant la même chose, le désir sincère de bien faire. On veut être conforme et c'est tout à votre honneur. Justement, c'est dans cet esprit que nous avions conçu le prochain thème pour la tournée 2025-2026 de l'Ordre, intitulé « Éclairage sur les dossiers qui touchent votre pratique ». Alors, plutôt qu'un format très traditionnel centré sur un thème clinique précis, nous avons choisi une formule conçue comme une boîte à outils pour mieux comprendre l'inspection professionnelle, l'assurance, entre autres. Je vous invite donc à vous inscrire auprès de vos sociétés dentaires pour y participer parce qu'elle offrira un réel éclairage sur des sujets comme l'assurance qui touchent vos pratiques. Merci. On va prendre quelques minutes aussi pour parler du nouveau programme d'inspection professionnelle. C'est un autre changement important à l'Ordre des dentistes du Québec. On a une réforme du programme d'inspection professionnelle qui est déjà en train de s'opérer. Donc, encore une fois, dans une perspective de modernisation de nos processus, d'optimisation, je suis très, très fière de vous annoncer que ce programme a été complètement revu afin de mieux s'aligner sur notre approche
contemporaine de régulation. La fréquence des inspections sera désormais modulée en fonction du risque et les inspections se feront principalement par visioconférence. Pour ce qui est des visites d'inspection régulières, le dentiste soumettra des dossiers de son choix qui reflètent son profil de pratique en vue d'échanges constructifs avec l'inspecteur. D'un autre côté, les visites de tenue de cabinet, donc d'asepsie, de tenue de cabinet, seront consolidées pour inclure tous les dentistes pratiquants au sein d'un même établissement. Donc, on sait qu'avant, les dentistes qui travaillaient au sein d'une même clinique se faisaient tous inspecter individuellement. Alors maintenant, ce sera consolidé en une visite. C'est un autre pas vers une approche de régulation plus proportionnelle, plus efficace et optimale. Merci. Parler un peu des COM. Alors, d'autres efforts à moderniser et à améliorer notre approche de communication concernent justement plusieurs changements qu'on a faits au niveau de la façon qu'on communique avec les membres. Et au cours de l'année en référence, nous avons poursuivi un travail important pour améliorer toutes sortes de façons de communiquer avec les membres, le public et aussi les tierces parties prenantes. On sait que pour un ordre professionnel, la communication n'est pas accessoire. Ça fait part intégrante de notre mission de protection du public. Il faut communiquer de façon transparente et soutenue. J'en ai fait mention tantôt. Il faut aussi communiquer très clairement nos attentes envers les professionnels, envers les dentistes. Parce que la communication est essentielle pour la compréhension, la transparence, la crédibilité. Et je sais que notre équipe de communication continue à faire des pas pour continuellement améliorer nos outils et nos façons de partager des contenus et de disséminer les informations auprès de nos interlocuteurs. Au fil des derniers mois, d'ailleurs, plusieurs travaux ont aussi été amorcés pour moderniser l'ensemble de nos communications écrites. L'infolettre, d'ailleurs, l'Ordre vous informe, communément appelée l'OVI, et le bulletin Le Fil ont été revus autant sur le plan visuel que sur le ton, pour refléter vraiment une image plus actuelle, plus vivante et plus accessible. Au cours des prochains mois, l'équipe des communications entreprendra d'ailleurs la révision complète du contenu du site Web. Cette première phase sera suivie à terme d'une refonte complète. L'objectif, c'est de rendre le site plus intuitif, plus accessible, que l'information soit vraiment plus clairement accessible sur le site. Donc, ce sera à vous, chers membres, de répondre au sondage pour nous soutenir dans ces travaux-là pour optimiser le site Web de l'Ordre. Je vous remercie d'avance. Merci. Donc, au-delà de la modernisation de nos processus à nous, c'est vraiment important de parler de ce qui s'opère à travers le système professionnel at large, en général. En 2023, la ministre Sonia Lebel a lancé un très vaste chantier qui visait justement la modernisation du système professionnel. Ce chantier comprenait plusieurs volets très importants. L'élargissement des pratiques professionnelles, l'allègement du fardeau réglementaire, ainsi que des réflexions vraiment beaucoup plus larges sur la gouvernance des ordres. Et dans ce contexte, les 46 ordres professionnels ont été consultés et plusieurs constats, parfois sensibles, mais largement partagés, se sont dégagés. L'un d'eux concerne la gouvernance des ordres, spécifiquement le mode d'élection par suffrage universel. C'est un mécanisme qui, malgré son intention démocratique, soulève un enjeu quant au rôle des membres élus. Et cette confusion demeure répandue et contribue à une mécompréhension beaucoup plus large de ce qui est réellement la mission d'un ordre professionnel. Nous sommes là pour protéger le public et de défendre les intérêts du public. Dans le domaine, d'ailleurs, dentaire au Québec, dans l'écosystème dentaire, nous avons la chance d'avoir 2 associations professionnelles maintenant qui sont très fortes, dont la mission est justement de défendre les intérêts et les conditions d'exercice des dentistes. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail remarquable de mes 2 homologues. Et je pense que nous agissons tous en synergie, malgré nos mandats distincts, pour préserver la crédibilité et l'intégrité de notre profession. Mais nos rôles respectifs sont très distincts et doivent être clairement compris. Donc, les travaux de modernisation de l'Office progressent à un rythme que je dirais variable. Toutefois, ça ne devrait pas nous empêcher d'avancer de manière proactive.
Nous avons vraiment le devoir d'adopter dès maintenant, des pratiques cohérentes avec des principes de bonne gouvernance et avec la réalité moderne de ce qui est notre mission. C'est dans cet esprit que je vous annonce aujourd'hui que le conseil d'administration a adopté une résolution visant à modifier le mode d'élection à la présidence en passant à un modèle où celui-ci ou celle-ci seront élus désormais par le conseil d'administration. Ça se passe d'ailleurs déjà comme ça à l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Donc, les modalités exactes restent à définir, mais cette orientation s'inscrit vraiment dans le mouvement plus large au sein du système professionnel québécois. Merci. Je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, c'est toujours important d'avoir le regard tourné vers l'avenir. J'aime ça être proactive versus réactive. Et pour qu'une réelle transformation s'opère, il faut vraiment miser sur la force de l'intelligence collective. Au cours des dernières semaines, nous avons tenu une rencontre de réflexion qui rassemblait pour la première fois depuis plusieurs décennies à la fois les directeurs de l'Ordre et les membres du CA. Donc, c'était le fun, on était tous réunis. Et cette rencontre a mis en lumière une vérité simple mais fondamentale. Lorsque les expertises se rencontrent, se complètent, se questionnent, la vision devient plus riche, plus cohérente et plus ambitieuse. Et je vous dirais que notre ambition dépasse la simple conformité. On souhaite vraiment offrir un cadre porteur de sens, où chaque intervention et chaque niveau d'intervention que l'Ordre fait s'appuie sur une mission qui est claire. Et sur ce point, nous avons également pris un pas de recul pour s'arrêter et revenir à une question essentielle. Quelle mission et quelle vision voulons-nous incarner pour les prochaines années et comment voulons-nous l'incarner? Je suis vraiment enthousiaste et un peu fébrile à l'idée de vous la dévoiler au cours de l'année. En fait, de vous dévoiler toutes les orientations qui seront issues de ces démarches parce qu'elles se traduiront par un plan d'action qui sera audacieux, moderne, cohérent et résolument tourné vers une mission réaffirmée et une vision renouvelée. Donc, merci. En conclusion, j'espère que ce survol vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les principaux dossiers portés au cours de la dernière année, ainsi que de la direction que nous traçons pour la suite, qui s'annonce vraiment intéressante. Et bien sûr, ce que je viens de vous présenter ne représente qu'une partie des réalisations de l'Ordre. Je vous invite à consulter le rapport annuel pour découvrir vraiment l'ensemble des données, des actions posées qui témoignent du travail assidu de nos équipes et de l'engagement constant envers notre mission. Je veux souligner aussi que nous voulons sincèrement bâtir une relation où l'Ordre et les membres se situent sur un même axe de responsabilité, parce que c'est ensemble qu'on contribue à faire rayonner notre très belle profession. Et je vous remercie pour votre écoute. Je sais que la soirée s'achève, là. Je vais maintenant céder la parole à Maître Gagnon, qui va entamer la période de questions. On va avoir des échanges qui vont durer environ 20 minutes. Parfait, merci beaucoup. Alors donc, nous abordons le dernier segment de l'Assemblée générale annuelle avec la période de questions. Ce sont des questions qui peuvent porter sur tous les sujets qui ont été présentés et toute matière qui intéresse les affaires de l'Ordre. Alors donc, il y a une première question qui est voisine de celle de tout à l'heure, donc de Dr Miller. Serait-il possible d'envisager une baisse du prix des formations de l'Ordre, encore plus pour les formations obligatoires? Merci pour la question, Dr Miller. Alors, pour vous rassurer, quand on élabore des formations obligatoires, on a vraiment des échanges au niveau du conseil d'administration à savoir si on devrait vraiment les rendre obligatoires. On a beaucoup de réflexions à ce sujet-là. Et je vous dirais que les prix qu'on fixe sont vraiment des prix qui reflètent le marché et qui reflètent aussi le travail qu'on met pour élaborer des formations de qualité. Je n'exclus pas qu'à l'avenir, on va revoir peut-être moduler à la baisse le prix des formations ou qu'on en offrira de façon gratuite. Mais merci de votre question et je suis sensible au fait que la formation continue, c'est une dépense et que c'est le contexte avec lequel on évolue comme professionnel. Merci. Merci beaucoup. Donc, question suivante du Dr Marc Robert. Du 4,8 millions de dollars affectés au bureau du syndic, quel est le montant payé aux firmes d'avocats externes à l'Ordre? Merci beaucoup pour la question, Dr Robert. En fait, les dépenses du syndic, je pense qu'ils s'élèvent à quasiment 4 700 quelques mille dollars pour l'année qui vient de s'écouler.
Sur ce montant-là, les frais d'honoraires externes représentent environ 470 000. Donc, on parle d'environ 10 Je vous dirais que il faut le voir ainsi. On est 5 000 dentistes au Québec. Et à chaque jour, dans nos cabinets, on est un peu plus que 5 000, mais on va dire 5 000 actifs, on pose environ 20 actes ou 20 à 50 actes de médecine dentaire par jour. Si on multiplie ça par 365 jours par année, ça fait 36 millions d'actes. Sur ces 36 millions d'actes, il y en a 500 qui sont l'objet des plaintes. Donc, on est quand même très, très bon. Et pour la modeste somme de 4 millions quelques dollars, on est capable de gérer ces plaintes-là. Il y en a juste environ 5 qui aboutissent devant un conseil de discipline. Et on regagne ainsi, on maintient la confiance du public qu'on est chargé de protéger. Mais je vous dirais que ces frais-là sont en diminution. On a embauché un avocat procureur qui, justement, si vous regardez la différence depuis l'année passée, a réussi à faire baisser de façon substantielle les honoraires externes qui reflètent justement la baisse sur la ligne du budget pour le volet syndic. Donc, merci beaucoup de la question et j'espère que c'est assez complet. Alors, merci beaucoup. La question suivante est de Mélissa McKay-Nicole. La question est pour Mylène Demers pour le fonds d'assurance. Quelle est votre recommandation quant à l'utilisation de vos feuillets? Alors, Maître Demers. Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une belle question que j'apprécie énormément. Alors, le fonds a développé des feuillets d'information comme étant des outils pour faciliter la communication entre le dentiste et puis son patient. Les feuillets, il y en a 14 là, au total, je ne vais pas les nommer toutes les 14, mais ils couvrent des sujets fréquents. Alors, par exemple, l'orthodontie, le blanchiment, les implants, la maladie parodontale. Je vous ai dit que je ne les nommerai pas tous, mais les dents de sagesse, l'amalgame, les prothèses, bref, je vous invite à voir la liste complète là, sur notre site Internet. La façon dont on vous recommande de les utiliser, c'est lorsqu'un patient vous consulte, on vous propose de lui remettre le feuillet correspondant au sujet que vous abordez avec lui. Ça permet d'appuyer l'explication verbale que vous allez lui donner par une référence écrite. On vous recommande évidemment d'encourager le patient à lire le document puis à poser des questions pour clarifier les points importants. Bien que les feuillets soient bien complets, on vous recommande malgré tout de les adapter à l'utilisation, à la situation particulière là, de votre patient, soit en surlignant les passages avec les risques les plus pertinents pour lui, ou même en annotant, en ajoutant des choses qui pourraient tenir compte de son état de santé ou de son historique dentaire. Alors, n'hésitez pas à les utiliser en les complétant au besoin. C'est vraiment un outil pour discuter avec votre patient et puis l'inviter à prendre connaissance des risques. C'est vraiment une base de départ, là, et non pas une recette complète en soi, mais c'est quand même une très bonne base, selon moi. Finalement, après avoir remis le feuillet à votre patient, il est recommandé et pertinent de le mentionner dans le dossier patient. Vous devriez noter que le feuillet a été remis, qu'il a été surligné ou annoté, le cas échéant, puis que le consentement éclairé a été obtenu de façon documentée. Ça va vous permettre de vous protéger s'il fallait qu'il y ait un litige lié à l'obtention d'un consentement éclairé dans le dossier. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup, Maître Demers. Alors, la question est de Dr Girard. L'Ordre a-t-il l'intention de définir un protocole de suivi clinique, diagnostique, radiologique et hygiénique en implantologie, tout particulièrement pour les prothèses fixes sur implant? Merci beaucoup pour votre question, Dr Girard. Je vais répondre de façon transparente. J'ai beaucoup parlé du Right Touch dans mes allocutions cette année, l'année passée. Pour moi, les protocoles cliniques, il faut faire attention. Je crois que les membres ont l'autonomie de déterminer leur protocole clinique tant que ça s'inscrit dans un cadre scientifique, éthique, déontologique qui est clair. Et c'est ça la prérogative de l'Ordre, c'est de donner ce cadre-là aux patients. Concernant les suivis en implantologie, je vous dirais que le Code de déontologie prévoit déjà qu'un professionnel qui fait un acte invasif ou qui fait tout acte a l'obligation d'avoir un suivi qui est adapté à l'acte et adapté aussi aux conditions du patient. On sait qu'il y a des patients qui ont des facteurs, des comorbidités qui font en sorte qu'il faut avoir un suivi un peu plus serré.
Et mon approche pour la régulation, c'est justement de s'assurer qu'on n'est pas trop prescriptif ni protocolaire. Les dentistes ont le discernement et le jugement clinique pour pouvoir justement déterminer à quelle fréquence le suivi doit être fait. Et je vous rappelle que, en ce qui concerne l'implantologie, si on place un implant, on est imputable de faire le suivi. Donc, on ne peut pas juste laisser le patient dans la nature. Et heureusement, le Code de déontologie prévoit déjà cette imputabilité, cette responsabilité. Donc, la réponse très transparente à votre question, Dr. Girard, c'est que dans un principe de Right Touch Regulation, ce type de protocole clinique, je ne pense pas qu'à court terme, on va en élaborer un. Mais le Right Touch, c'est aussi de réguler en fonction du risque. Et certainement, l'implantologie, la pose d'implants est parmi les actes cliniques les plus préjudiciables qu'on peut faire pour nos patients, notamment la complexité des cas, notamment par le fait que c'est dispendieux pour les patients. Donc, je n'exclus pas qu'à l'avenir, on va avoir des protocoles cliniques qui seront un peu plus étoffés en ce qui concerne l'implantologie, mais ça sera à voir avec le comité, le conseil d'administration, si on va dans ce sens-là. Personnellement, j'aime faire confiance à l'autonomie des dentistes pour prendre en charge les suivis et de ne pas être trop protocolaire. Parce que quand on fait une recette, les gens vont se coller sur la recette et parfois, bien, il y a des effets collatéraux, notamment pour le patient qu'on n'a pas considéré. On peut penser à un patient qui est en région pour lequel c'est difficile de se déplacer 4 fois par année pour un suivi d'hygiène. Mais certainement, on agit toujours dans le meilleur intérêt de nos patients. Et quand on fait un acte clinique qui est à haut risque de préjudice, il faut s'assurer d'une rigueur pour le suivi. Merci beaucoup de votre question, Dr. Girard. Merci beaucoup. La question suivante est de Dr. Caroline Provencher. Pourquoi enlever le droit de vote aux membres? Le nouveau mode de vote nommé par le CA n'est pas très transparent et empêche les membres de choisir leur candidat. Merci pour la question, Dr. Provencher. En fait, comme j'ai expliqué, c'est une mouvance qui, à travers les 46 ordres professionnels, fait l'objet d'une question qui revient souvent à la table de discussion. On constate que le mandat des ordres professionnels est encore très, très, très mal compris. Les gens pensent que des élus, ce sont des représentants des dentistes, mais on est vraiment là dans l'intérêt du public. Et les membres ne perdent pas leur droit de vote. En fait, les membres vont continuer à pouvoir élire les administrateurs dans leur région, mais le suffrage pour le rôle de président du conseil se fera à la table, comme ce l'est d'ailleurs à l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, qui, ironiquement, représente les intérêts des dentistes. Donc, je pense que cette décision s'inscrit totalement dans un processus de modernisation de la gouvernance. Et d'ailleurs, si on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, c'est au collège, notamment des médecins, c'est tout à fait la même chose. Donc, merci de votre question. Puis je vous assure aussi qu'en termes de transparence, on vous annonce cela bien d'avance. Alors, merci beaucoup. Merci. La question suivante est de Dr. Georges Girard. L'Ordre ayant le pouvoir de promulguer ses propres règlements, puis de les faire entériner par l'Office des professions du Québec, qu'est-ce qui vous empêche de faire un règlement qui spécifie clairement que la propriété d'une clinique dentaire doit être détenue à 100% par un ou des dentistes? Qu'est-ce qui vous empêche de spécifier clairement la définition de clinique dentaire ou centre dentaire? Merci beaucoup pour la question encore, Dr. Girard. En fait, ça ne serait pas un règlement. Ça nécessiterait vraiment un changement dans la loi. Et on est en discussion avec d'autres ordres de la santé pour trouver des mécanismes de veille sur des parties tierces. Parce qu'on sait que c'est des modes, c'est des choses qui sont en évolution. Ces réseaux-là de cliniques, ils ont un essor depuis un certain nombre d'années et on anticipe que ça va continuer à devenir des modèles de plus en plus répandus. Par contre, il y a une réflexion à faire aussi sur la veille sur les structures corporatives en général et une réflexion à faire sur en fait, le lien avec la protection du public. Parce qu'un dentiste qui travaille pour une corporation dentaire, et on sait que ça ne s'opère pas au niveau de leur déclaration en exercice en société. C'est des contrats de 2e, de 3e degré. Mais ce dentiste-là a une relation avec son patient qui se doit d'être totalement indépendante. Et nous, en fait, à l'Ordre des dentistes du Québec, nos leviers se situent dans cette zone d'impact-là entre le professionnel et le patient. Alors, tant que le professionnel offre des soins éthiques dans un cadre normatif, scientifique, déontologique qui est adéquat, on est pas mal confiant qu'on fait notre job. Toutefois, je comprends qu'il y a des enjeux avec
le fait qu'on est dans un modèle d'affaires qui est for profit. Mais je vous rappelle que les cliniques dentaires au Québec sont à 98 privées. Alors, c'est une réflexion qu'on a en ce moment, une réflexion d'ailleurs qui va se poursuivre dans le cadre de notre planification stratégique. Mais pour répondre directement à votre question, ce n'est pas un règlement qui va faire en sorte que la propriété des cabinets dentaires soit exclusive aux professionnels. C'est vraiment un changement dans la loi. Merci. Merci beaucoup. La question suivante est pour Maître Demers du Fonds d'assurance. Avec 26 millions de dollars en actifs pour le fonds, est-ce qu'on peut envisager une baisse de la prime d'assurance des membres? Un organisme à but non lucratif peut-il avoir autant d'argent en banque? Oui, merci, Maître Gagnon. C'est effectivement une excellente question. Le fonds présente effectivement actuellement un surplus notable qui témoigne de sa bonne santé financière. Il faut comprendre que depuis maintenant près de 7 ans, on fait 7 ans en fait, la prime qui est associée à la couverture d'assurance n'a pas été augmentée, principalement en raison du fait que le fonds dispose des ressources financières nécessaires pour répondre à ses obligations sans imposer de charges additionnelles pour ses membres. Il faut comprendre que le surplus sert également à assurer les sinistres futurs du fonds. Il repose également sur des placements, lesquels peuvent être très volatiles dans le temps. Alors, il est important que le fonds assure une stabilité importante pour le fonds. Puis, chaque année, ce qu'il faut également savoir, c'est que chaque année, il y a une évaluation des besoins financiers qui est confiée à un actuaire indépendant. Et c'est sur la base de cette analyse-là que les primes sont fixées. L'exercice est vraiment fait annuellement et soyez assurés que si nous jugeons qu'il est sécuritaire pour le fonds de diminuer les primes, ce sera fait dans l'avenir. Mais à ce stade-ci, nous prêchons par la prudence. Merci beaucoup, Maître Demers. Alors, il n'y a plus de questions pour le moment. Je vais laisser quelques instants. Encore quelques secondes. Alors donc, en l'absence de questions, je déclare que la période de questions est terminée. J'invite maintenant la présidente de l'Ordre à prononcer le mot de clôture. Merci beaucoup, Maître Gagnon. Donc, chers collègues, l'Assemblée générale annuelle est ce moment où nous prenons le temps collectivement de regarder où nous sommes rendus et vers où nous allons. En fait, c'est un rendez-vous qui nous permet de faire le point, mais aussi de nourrir un dialogue, car un ordre professionnel, c'est un ordre qui est toujours en relation avec ses membres et malgré le fait que l'Assemblée est terminée, nous serons toujours disponibles pour répondre à vos questions, vos commentaires, vous soutenir dans votre parcours professionnel. Et je vous remercie vraiment d'avoir été présent, d'avoir posé des questions, d'avoir écouté, parce que c'est important que les membres viennent, participent à cette assemblée-là pour justement manifester leur droit de voter sur des décisions de nature financière. Et pour ceux qui aimeraient s'impliquer à l'Ordre, je vous rappelle qu'il y a un moyen de s'impliquer comme professionnel, tant au niveau de la gouvernance que sur des comités de toutes sortes. Alors, je vous encouragerais de lever la main, de participer pour pouvoir justement vous impliquer au sein de votre ordre professionnel. J'aimerais rappeler donc que l'AGA n'est pas une fin en soi et qu'on va continuer à être à l'écoute de vos questions, de vos préoccupations en continu à l'année longue. Je remercie aussi toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour vos interventions et c'est un rendez-vous pour l'année prochaine. Bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Alors, c'est à mon tour de vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Alors, je déclare que l'Assemblée générale annuelle 2020 de cette année est terminée et levée. Alors, bonsoir.